Voilà, nos très chers abonnés de Mbutachimini officiel, nous vous disons très sincèrement merci pour la fidélité que vous nous avez montrée. Et puis, nous avons besoin de votre soutien, de cette chaîne qui est implantée au Kasaï central, au cœur du Grand Kasaï, en République démocratique du Congo. Moi, c'est votre humble serviteur de tous les temps, de tous les jours, Sage Mbutachimini. À la caméra, nous sommes aidés par Divin Kabeya. Sur ce plateau, nous allons recevoir un invité de marque. C'est un écrivain congolais, c'est un écrivain africain. Je peux dire qu'il est kassaïen. C'est Alphonse Tchikalantumba que nous disons bonjour. Bonjour Mbutachimini. Voilà, monsieur Alphonse Tchikalantumba, je rappelle que vous êtes né à Kolwezi, vous vivez à Kananga, vous avez écrit beaucoup de livres, vous avez écrit des pièces de théâtre, vous avez écrit aussi des romans, vous êtes un enseignant. Pour ne pas entrer dans beaucoup de détails, vous pouvez d'abord dire aux téléspectateurs de Mbutachimini officiel la vie cachée d'Alphonse Tchikalantumba. Merci beaucoup Mbutachimini. Ce n'est pas toujours facile de parler de soi. Mais parce que c'est moi, je crois que je peux être en mesure de pouvoir me présenter aux téléspectateurs de Mbutachimini TV. Quand je suis venu au monde, c'était un lundi, à 5 h du matin, en 1955. Je suis venu au monde en la maternité de l'Union minière du Haut-Katanga, qui plus tard est devenue Chekamine. Eh bien, et quand je suis venu au monde, mes parents m'ont donné le nom de Alphonse Kalonji. C'est avec le recours à l'authenticité que j'ai pu prendre le nom de mon grand-père, parce que moi, le nom qui m'a été donné est celui de mon grand-père. J'ai enfin pris le nom de Kalonji Tchikalantumba Lubulubulu Tchikolako. Mais tous ces noms-là ont des significations. Oui, Kalonji, ça veut dire, vous voyez, Longi, c'est la colère. Voilà. Kalonji, c'est la petite colère. Mais Kalonji, c'est aussi, vous savez, quand on est en train de fabriquer de l'huile de palme, la fine couche qui est au-dessus, là, ouais. C'est ça le Kalonji. Mais moi, je ne suis pas le Kalonji avec la petite colère. Moi, je suis Kalonji gai, calme, patient, humoriste et tout ce que tu veux. Voilà. Alors, j'ai fait mes études à Kolwezi, à l'école primaire de l'Union minière du Haut-Katanga. J'ai eu mon certificat en 1965, j'avais 67 plutôt, j'avais 12 ans. Je suis allé au collège Jean 23 de Kolwezi où j'ai eu mon diplôme d'état en 1975 de la section littéraire. Et après, je suis allé étudier à l'IESER Bukavu où je suis sorti gradué en sciences sociales, option administration rurale. Voilà. Et après, je suis allé travailler dans un institut de la coopération zaïro-allemande à Mouchouchou, à 60 km. Je suis de nouveau revenu à l'IESER Bukavu où j'ai été assistant de pratique professionnelle. J'ai quitté Bukavu en 83 parce que j'ai été transféré à l'IESER Mbeo dans le Bandundu. Voilà. Et en 88, lorsque j'ai appris que l'ISDR mettait en place un cycle de licence, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion pour aller parfaire mes études. Je suis allé et je suis sorti licencié en développement rural, donc A0. Nous sommes donc de la toute première promotion des licenciés en développement rural de la République démocratique du Congo. Et après, j'ai donné cours à l'ISDR BO, je suis allé à Oxfam, qui quitte. De Oxfam, on a fermé, on a créé une organisation avec des collègues. Et puis, je suis venu ici en 2002 avec le Bureau international catholique de l'enfance pour coordonner les deux Kasaï. C'est en 2005 que le Kasaï oriental est devenu aussi une coordination à part. Mais après, j'ai dû démissionner et en 2008, au mois de mars, je suis entré à l'UNICEF Kananga où j'ai travaillé jusqu'en 2017
Et le 31 juillet, j'ai eu ma retraite. Après ma retraite, j'ai été engagé en août ici à Kananga, 2017 chez OIM. Malheureusement, j'ai démissionné après 2 semaines et en septembre, j'ai été recruté par Walchild pour ouvrir le bureau de Chikapa où j'étais chargé de protection de l'enfant et chef de bureau. J'ai démissionné en 2018 au mois de mai pour être chef de bureau terrain et administrateur de protection de l'enfant de l'UNICEF à Chikapa jusqu'en mai 2019. Puis je suis allé au bureau de Kinshasa et en 2019 j'ai dû arrêter parce que le contrat était arrivé à terme. Je suis revenu à Kananga avec Civipol et puis maintenant je viens de finir avec UNFPA National. Voilà un peu de mots ce que je suis. Voilà. Je suis marié et père de famille. Voilà, ça c'est la vie secrète de M. Alphonse Kalonji. Mais pour l'instant, sur ce plateau, nous parlons de ce qui concerne la plume, de ce qui concerne votre qualité en tant qu'écrivain. Comme je le disais, vous avez écrit beaucoup d'ouvrages, beaucoup de pièces de théâtre, beaucoup de romans, mais pour l'instant, nous allons parler d'une pièce théâtrale que je tiens dans les mains. C'est écrit « Maître de la vie et de la mort ». Avant d'entrer dans le détail, M. Alphonse Kalonji Chikalantumba, Lubulubulu, qu'est-ce qui vous avait inspiré à rédiger cette pièce théâtrale? Très bonne question, Moutachimini. Nous sommes en septembre 1978. Voilà. Je suis en train de passer mon stage de fin d'études. Vous aviez 23 ans. Oui, si j'avais 23 ans voilà. à Kolwezi. C'était à la maison des jeunes de Kolwezi. Et là, j'assiste à la représentation d'une pièce de théâtre écrite par un aîné du collège Jean 23, Tchek Fita, qui n'est plus à présenter parce qu'il a une renommée internationale. Voilà. C'était la pièce Moins homme. Moins homme ou la guerre de 6 jours. Et comme stagiaire et assistant social, j'ai eu à accompagner la troupe dans les différentes cités de la Gécamine Kolwezi pour les représentations. Et puis après, je me suis dit, mais pourquoi moi je n'écrirai pas? Mais je me suis dit, je vais écrire sur quoi? Voilà. Et comme une petite lumière qui jaillit dans la tête, je me rends compte que en 1979, notre pays est prospère, mais il y a une dictature qui s'installe petit à petit. D'ailleurs, à l'époque, on disait que Olinga Olingate, Oza Nakatia impère. Voilà. Et à ce moment-là, je commence à faire une analyse de la situation. Je me rends compte qu'il n'y a pas de liberté d'association. Par exemple, pour mettre en place des partis politiques, il n'y a pas de liberté d'expression. Franchement, lorsqu'il y a quelqu'un qui veut émettre une opinion qui est contraire à celle des autorités de l'époque, Voilà. la personne est poursuivie, Considéré comme un opposant. etc. C'est comme ça que je m'imagine un pays auquel je donne le nom de boulimie. La boulimie, c'est une faim dont on ne se rassasie pas. Alors moi, j'ai dit, voilà, je vais nommer mon pays boulimie. Et en boulimie, je constate que entre les 5 premières années du pouvoir de celui qui dirigeait le pays était très prospère, les citoyens respectaient à travers le monde. Mais après, on se rend compte que les différentes promesses qui ont été faites par le président de la République n'étaient plus tenues. Je dis, il a fait beaucoup de promesses, mais au début, il a semblé œuvrer dans le sens des promesses qu'il a faites. Mais maintenant, je crois qu'il commence à déraper. Et heureusement, à ce moment-là, je vois qu'au sein de la population
boulimienne, il y a des gens qui commencent à prendre conscience de cette situation-là, qui commencent à réclamer plus de liberté, qui commencent à réclamer la démocratie, qui commencent à réclamer pratiquement un état de droit. Et malheureusement, leurs revendications ne vont pas être prises en compte par les autorités. Ça va être la répression, ça va être les enlèvements, ça va être les tortures, ça va être les empoisonnements, les emprisonnements. Et c'est à ce moment-là que je me décide de matérialiser ce que j'ai vu à travers une œuvre. C'est comme ça que j'ai écrit Maître de la vie et de la mort. Donc vous étiez inspiré de ce qui s'est passé au pays? En partie oui, mais avec beaucoup plus des choses qui venaient à mon esprit. Voilà. Un peu, bon, je ne dirais pas un prophète, mais il y a beaucoup de choses qui me taraudaient l'esprit et j'ai voulu matérialiser ça, sacraliser ça par un texte. C'est comme ça que j'ai écrit Maître de la vie et de la mort. Comme la pièce théâtrale ici a un trait à la politique, bon, je me demande qui était derrière vous, les gens de la majorité ou bien de l'opposition? Non, mais tu sais, à l'époque, en 78-79, il n'y avait pas de place pour une autre opinion politique. C'est en 82 que va naître l'UDPS, je crois, si je ne m'abuse. Mais moi, déjà en 79, je m'imagine que la population en a marre, elle veut plus de liberté, ça veut dire qu'elle veut qu'il y ait le multipartisme, etc. Mais une parenthèse, c'est que ma toute première pièce de théâtre, c'est la promotion. C'est une pièce de théâtre que j'ai écrite quand j'étais enseignant à la coopération zaïro-allemande et je suis le lauréat de l'ancienne province du Kivu, voilà, qui regroupait l'actuelle province du Nord Kivu, celle du Sud Kivu et le Maniema. J'ai été le lauréat du concours littéraire du Centre culturel français. Tu vois, j'étais un jeune homme. Là, c'était déjà en 82. J'avais 27 ans. J'ai même battu des écrivains célèbres du Kivu. Et c'est comme ça que le goût d'écrire m'est venu. Mais est-ce que il y a quelqu'un qui me poussait? Ouais. Non, mais je peux te faire, je peux revenir à une petite histoire. Nous sommes à Idiofa en 1985 parce que le président de la République, le maréchal du Zaïre, est annoncé. Et moi, j'étais président de la jeunesse du mouvement populaire de la Révolution, section travailleurs. Nous arrivons à Idiofa et j'ai emporté le manuscrit de Maître de la vie et de la mort. Voilà. Je vais voir le responsable des services de sécurité à l'époque, je crois que c'était CNR ou CNRI, je ne me rappelle plus, mais c'est lui qui était le responsable des services de sécurité, c'était, comment il s'appelait encore, Vieux Amici. Je lui dis, mais grand frère, voici cette pièce, je voudrais que tu la lises et que tu me donnes ton opinion. Parce que j'ai 2 jours à passer. Quand le maréchal sera venu, nous on va rentrer à Idiofa. Voilà. Le lendemain matin, le vieux plutôt vient me voir à l'hôtel. Il me dit, mais petit Karonji, je crois que ne fais pas le malin. Je te remets ton manuscrit parce que tu es mon jeune frère. Prends ce manuscrit, va le mettre au fond de ta valise et attends le jour où le maréchal ne sera plus là pour faire jouer la pièce. Je dis, oh, mes grands frères, mais pourquoi tu me dis ça? Voilà. Moi, je ne parle pas du maréchal. Il dit, mais tout ce que tu écris là, c'est pratiquement ce qui se passe dans ce pays. Et avec ça, je crois que tu risques ta vie. Alors je me suis dit, ah bon? Il dit, oui, petit. D'ailleurs, je pouvais le confisquer, mais je te donne ton manuscrit. Bon, je suis parti, j'ai mis mon manuscrit au fond de la valise. C'est en aussi peur cette fois-là de ne pas connaître les mêmes sorts que ceux qui avaient été empoisonnés, qui avaient connu. Bon, à ce moment-là, je crois que je ne mesurais pas peut-être l'importance de la pièce en ce qui concerne l'éveil des consciences. Voilà. L'éveil de la conscience citoyenne, civique et politique. Mais moi,
j'avais écrit parce que pour moi, c'était que je me fasse connaître comme écrivain. C'était pour les plaisirs. Oui, mais c'est en 1990, quand le maréchal prend congé du MPR et qu'il décide de la démocratisation du pays, que 2 ou 3 ans plus tard, la pièce va être jouée à Kikwit. Et l'actuel ministre provincial de l'éducation de la province du Kasaï, M. Antoine Bouchabo, est celui qui a joué le rôle de maître de la vie et de la mort. Voilà. Et Dr Davis Kabongo, de l'église La Borne ici, c'est lui qui était l'officier qui a pratiquement arrêté le dictateur. Et c'est comme ça que la pièce a été jouée à Kikwit. Et puis quand l'AFDEL a pris le pouvoir, nous avons joué cette pièce-là à Kikwit. Et curieusement, ils m'ont dit que j'avais écrit leur histoire. Mais moi, je leur ai dit, c'est pas votre histoire. Ils dit, non, petit, tout ce que tu as écrit, c'est ça, nous. J'ai dit, bon, si c'est ça, vous, tant mieux. Mais je suis aujourd'hui content de constater que la plupart des fois, quand je suis interviewé, on me dit que c'est comme si j'avais fait une prophétie à l'époque. Voilà. Monsieur Alphonse Kalonji Kalantouma, je me demande, est-ce que cette pièce qui est sur la table a encore de la place de nos jours, parce que c'était composé du temps de Mobutu qu'on appelait dictateur. Bon, je ne sais pas faire de comparaison et je n'aime pas beaucoup... Est-ce que, d'après vos analyses, est-ce que la situation reste la même? Je n'aime pas beaucoup aller sur ce terrain-là, mais est-il que lorsqu'on regarde la situation telle qu'elle se passe, on peut dire que cette pièce est encore d'actualité de nos jours. Voilà. Parce que il y a des personnes qui réclament la liberté, parce qu'il y a des personnes qui clament que la vie est devenue très chère, il y a des personnes qui dénoncent que nous ne sommes pas dans un état de droit. Il y a des personnes qui dénoncent la corruption, la concussion, le népotisme. Bon, dans ma pièce, j'ai parlé du népotisme, etc. J'ai parlé des personnes, pour accéder à des postes de responsabilité, il faut faire partie d'un réseau, soit familial, soit d'un réseau d'amis, soit d'un réseau de partis politiques. Mais je crois que cette pièce peut servir de matériel pédagogique pour pouvoir éveiller la conscience des gens. Je donne un exemple, parce que vous m'avez demandé si on pouvait faire du parallélisme. Je crois que tout à l'heure, j'étais à la radio où le président de la CENI était en train de parler des partis qui ont recueilli le seuil, etc. Nous avons 900 et des partis politiques. La question fondamentale que je me pose, c'est qu'est-ce qui fait courir toutes ces personnes à pouvoir créer des partis politiques alors que certaines démocraties, vieilles démocraties, qui ont beaucoup plus d'habitants que nous, n'en ont 2, 3 ou 4. Alors la réponse se trouve dans la recherche de... comment est-ce qu'il faut dire? La recherche du gain facile. J'ai comme l'impression que la plupart de nos concitoyens se lancent dans la politique parce qu'ils pensent que c'est le créneau le plus facile dans lequel on peut s'enrichir. Mais en fait, quelqu'un ne devrait pas entrer dans la politique pour s'enrichir. Parce que si on entre dans la politique, c'est pour servir. Mais j'ai l'impression que les gens recherchent le pouvoir pour le pouvoir. Donc ils cherchent le pouvoir pour le pouvoir au lieu de chercher l'amour du pouvoir. Lorsqu'on dit par exemple que nous avons notre autorité morale, parce que très souvent c'est autorité morale, quelle est la vision de l'autorité morale? Je suis passé à la CENI, j'ai vu les listes qui sont affichées. Quand on regarde le nom du candidat principal, le nom de ses suppléants, c'est soit sa fille, sa soeur, un parent, etc. Est-ce que un parti politique doit être
un fait privé d'une famille. Les autres ne sont que des accompagnateurs pour applaudir, etc. Et dans ça, comment veut-on qu'il y ait un renouvellement de la société? Et lorsque je regarde la situation de très près, je me dis, tous ces jeunes qui disent qu'ils veulent devenir des politiciens, quel est le modèle qu'ils veulent suivre? Si c'est des personnes qui n'ont vu des politiques que Kabila et les autres, et tous ceux qui sont là actuellement, quel est le modèle? Tu vois? Donc, d'après vous, il fallait ramener la situation comme c'était du temps de Mobutu. Non, je ne dis pas qu'il faut. Non, je ne dis pas qu'il faut ramener à un seul parti politique, mais je crois qu'il faudrait faire une analyse objective du contexte pour se dire qu'est-ce que tous ces partis offrent. Voilà. J'ai vu, il y a des partis politiques où il n'avait que 1%. Mais il y a 5 ou 6 partis politiques. Si je regarde ce qui a été présenté aujourd'hui à la télévision par M. Kadima, je me dis que tous ces partis politiques-là qui ont atteint le seuil, je crois qu'on pourrait faire en sorte que ce soit les seuls partis politiques qui exercent dans ce pays. Je crois qu'il y a une dizaine, etc. Et que tous les regroupements qu'on crée pour essayer d'avoir des alliés, ça ne sert à rien parce qu'au finish, ce n'est pas pour le bonheur du peuple, c'est pour le bien de ceux qui sont déjà. Je me rappelle, moi, si j'étais député, je ferais voter une loi qui interdise, par exemple, aux gens de pouvoir se représenter aux différents scrutins. Ouais. Je crois que M. Sessanga avait déjà proposé ça, ça n'avait pas été accepté. Mais lorsqu'il a déposé la liste, il semble que son suppléant serait quelqu'un de sa famille. Or, il devrait rester dans la logique de ce qu'il a proposé. Voilà. Tu vois. Ça, si on veut une refondation de l'État, ça doit être une refondation qui tienne compte des valeurs. Pas continuer à persévérer dans les antivaleurs que l'on connaît. Et moi, je me dis, vous voyez, ils sont partis, ils étaient partis. Qui? Les politiciens. Tous. Ça fait 5 ans qu'ils étaient partis. À la 5e année, ils sont revenus chez nous pour essayer de rechercher nos voix. Et nous, comme des moutons de panurge, nous les accompagnons et nous allons peut-être voter pour eux, pour qu'ils repartent encore. Mais pendant toute cette législature, combien de partis ont organisé leur structure pour que les citoyens puissent avoir une conscience citoyenne, civique et politique pour contribuer, participer au développement du pays? Non. Alors que les militants qu'ils ont constituent une force et que si on entreprend une éducation politique et civique, on pourrait peut-être contribuer à transformer quelque chose dans ce pays. Voilà. Dans cette pièce théâtrale, Maître de la vie et de la mort, il y a vraiment une phrase qui m'a un peu tiqué. Vous dites que la paix s'obtient au prix des sacrifices, jusqu'au sacrifice suprême. Je me demande dans quel contexte. Bon, paix et libération, c'est deux choses qui peuvent aller de pair. Vous voyez, dans mon livre, les citoyens étaient considérés comme des marchepieds pour les hommes politiques. Comme jusqu'à présent? Je ne sais pas, ça c'est vous qui le dites. Ah ouais. Qui les utilisent pour leur propre promotion, pour leur propre ascension. Lorsqu'ils atteignent l'objectif pour lequel ils se sont engagés, ils oublient éperdument ces gens-là. Mais nous sommes en train de parler à l'époque d'un état de droit. Un état de droit, c'est dans lequel où tous les citoyens sont égaux devant la loi et ont les mêmes chances, ce qu'on dit la même égalité des chances pour pouvoir accéder à des fonctions. Et que lorsque un citoyen ou une citoyenne a commis une infraction, il ou elle doit répondre devant la justice. On ne devra pas tenir compte de sa casquette d'autorité morale ou de ceci ou de cela. Or, dans la plupart des pays africains, dont le nôtre, ce n'est pas encore évident. Parce que qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a des personnalités qui ont assumé des fonctions, des hautes fonctions dans ce pays,
qui ont détourné de l'argent, mais qu'on ne peut pas juger. Pourquoi? Parce qu'on a mis en place, on a voté des lois iniques, des lois qui sont élaborées à la mesure des personnes, alors que les lois doivent être impersonnelles. Ce qui fait que, bon, la personne qui est là, qui a volé, la personne dit, elle ne peut pas répondre. Quand on veut la poursuivre, elle dit c'est un acharnement politique. Non, parce que je suis candidat, non. Les gens ne devraient pas se retrancher derrière les humilités parlementaires pour refuser d'affronter la justice. Si c'est cela, nous allons continuer dans un cycle qui va rester le même. Et c'est comme le boa qui avale sa queue. Regardez aux États-Unis. Trump est en train d'être jugé et on vient de fixer encore la date à l'année prochaine. Il va être jugé pour des faits commis pendant qu'il était au pouvoir. Sarkozy a été jugé, il a été condamné. Mais pourquoi ça ne peut pas être le cas dans notre pays? Je prends, parce que c'est vous qui m'emmenez sur ce terrain, voilà. Je prends le cas du sénateur Matata Ponyo. Pendant qu'il était à l'étranger, il a dit, bon, je raccourcis ma mission, je rentre au pays pour être jugé. Pour affronter, mais quand il est arrivé ici, il a commencé à multiplier les artifices pour dire non, c'est ceci, cela. Mais si ça continue, mais c'est un exemple qui va encourager les autres à pouvoir continuer à voler. Voilà. Regardez le programme de 100 jours de Tchilé Geloussi. Moi, je suis arrivé chez nous où j'ai vu que parfois vous avez publié des images, mais quand je regarde l'état des routes et les routes qui devaient être construites, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Bon, je n'entre pas là-dedans, mais je crois qu'il est grand temps que ceux qui veulent occuper de hautes fonctions se disent, ils sont des serviteurs, ils viennent pour servir et non se servir. Voilà, comme nous parlons des maîtres de la vie et de la mort, est-ce que vous pensez que cet ouvrage aura une suite? Ou bien vous avez fini par ici? Non, je n'ai pas fini. Cet ouvrage a donné lieu à un roman qui est sous presse, qui va être bientôt publié. Cet ouvrage a également donné à une suite, une autre pièce de théâtre, Le procès dans l'au-delà. Là, je peux le dire, c'est le procès de Mobutu et de Kabila Père. Et il y a oui, là, bon, là c'est une pièce que j'ai écrite quand l'AFDEL a commencé à venir, a commencé sa campagne en 1996. Je l'ai terminée le 31 août 1997 et Mobutu mourait le 7 septembre ou le 8, c'est pas au Maroc. Mais je vais faire jouer. D'ailleurs, procès dans l'au-delà, je fais jouer. Même cette pièce, toutes mes pièces, je vais les faire jouer. Je suis revenu chez nous pour essayer de faire la promotion de la culture. Je suis content que ma tante ait déjà pris le flambeau. Ma tante, c'est Alexandra. Voilà. Ouais, oui, elle a déjà pris le flambeau. Voilà. Je crois que moi, mon objectif, c'est que nous puissions arriver à faire renaître le théâtre scolaire et académique, et à travers des pièces qui peuvent instruire, éduquer, en espérant que à travers ces pièces, il peut y avoir des attitudes positives au niveau de communauté et ça peut conduire à des changements durables. Voilà. Et comme cette pièce a trait à la politique et elle s'attaque aux autorités, vous ne pensez pas que c'est un danger que vous courez encore? Non, mais la pièce ici ne s'attaque pas aux autorités. Si une autorité... Elle dénonce les méfaits des autorités. Non, elle ne dénonce pas les méfaits des autorités, elle dénonce les méfaits de la mauvaise gouvernance. Voilà. Elle dénonce les méfaits de l'absence de redevabilité. Je crois que ceux qui nous dirigent, ceux qui nous gouvernent, ceux qui président aux destinées de ce pays doivent non seulement gérer la chose publique avec beaucoup d'orthodoxie, en tenant compte de ce qu'ils ont inscrit dans le plan de développement du pays, mais ils doivent aussi rendre compte. Parce que la redevabilité, c'est quoi? La redevabilité, c'est un engagement que
une personne, une organisation, un gouvernement prend de pouvoir assister, aider ses citoyens dans la dignité à pouvoir résoudre leurs problèmes, mais aussi à rendre compte à ceux qui leur donnent de l'argent. Ça veut dire qu'il y a, pour y arriver, il faut d'abord prendre en compte. Prendre en compte, c'est que veut le peuple. Je suis chez nous ici au Kasaï. Qu'est-ce que le peuple veut? Nous sommes dans une ville administrative, dans une province pratiquement administrative et agricole. Le peuple veut qu'il y ait du travail pour les enfants. Le peuple veut, quand on est malade, on se fait soigner. Le peuple veut aussi, quand on travaille, on épargne un peu pour que cette épargne permette de pouvoir prendre en charge les différentes questions qui vont advenir. Alors, donc, c'est prendre en compte. Si les gouvernants prennent en compte, ils vont alors se dire, tiens, quels sont les besoins prioritaires de cette population. C'est à partir de ça, l'analyse du contexte. En faisant une très bonne analyse, ils vont identifier les problèmes, mais ils vont les identifier avec la population. Alors, une fois qu'ils ont pris en compte, ils doivent rendre compte. Mais quand est-ce qu'ils doivent rendre compte? Ils doivent rendre compte à des moments. Ils ne doivent pas attendre. Je prends un exemple. On dit qu'il y a un projet de construction de route. Alors, il faut que les gouvernants présentent à la population le projet pour dire, à la suite des études qui ont été faites et à la suite de besoins identifiés, il va être construit une route de 30 km qui va partir de Mikalaï à Kananga. Cette route-là, sa construction va nécessiter 2 ou 3 mois. Après 3 mois, la route va être livrée. Mais pour construire cette route, on a besoin d'avoir des travailleurs, on a besoin d'avoir des engins. Il y a telle société, mais la société là, on la recrute sur base d'un appel d'offres pour qu'il y ait plusieurs candidats afin de retenir le candidat qui répond le mieux à l'offre. Mais si vous choisissez vous-même, mais vous risquez de choisir une société qui n'a même pas de matériel, qui n'a pas d'argent. Alors, ensuite, l'argent c'est autant. Les gens qui vont travailler vont bénéficier de ça. Vous pouvez ne pas donner les salaires de ceux qui travaillent, des salaires que les autres vont avoir. Mais la part qui doit revenir aux populations, les populations doivent le savoir. Donc, comme ça, ils ont la capacité de vous demander des comptes. Mais vous aviez dit que la route va être construite en 3 mois. Mais nous sommes déjà au 6e mois. Vous n'avez fait que 1 kilomètre. Qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, rendre compte ne devrait pas attendre la fin du projet. Ça doit, au fur et à mesure, on se fixe des timings, des délais, des périodes pour dire tous les mois, à la fin du mois, on va rencontrer une brochette de personnes triées c'est une brochette de personnes représentatives qui vont venir, à qui on va parler, etc. Maintenant, il faudrait que vous puissiez dire aussi aux gens, si vous avez des plaintes, des informations, voici les canaux que vous pouvez utiliser. Et quand ces canaux-là sont utilisés, il faut absolument que l'on puisse donner des réponses clôturées. Mais pourquoi les gens ont peur de ça? Voilà, donc on comprend que la piste n'a pas un sens de révolte, mais c'est l'éveil des consciences de la population et des gouvernants. Donc c'est ce que nous pouvons comprendre. Et faire jouer cette pièce théâtrale, c'est encore un projet, ou bien les préparatifs sont déjà mis en place? Je suis arrivé il n'y a pas longtemps, ça fait 2 semaines que je suis là. Je suis en train de repartir pour revenir dans moins de 2 semaines pour justement commencer le recrutement des acteurs. Au niveau de Kinshasa, il y a une troupe qui est en train de préparer cette pièce. Ils vont la jouer. Mais il y a un monsieur qui veut aussi qui a un projet de film pour cette pièce-là. Voilà. Alors, je serais très heureux si ici à Kananga, je peux trouver des acteurs. Moi-même, je suis aussi un acteur, mais je vais recruter des filles et des garçons pour que nous puissions faire jouer la pièce Maître de la vie et de la mort. Est-ce qu'il y a vraiment des sites
Bon, si les gens veulent avoir vos ouvrages, vos œuvres, ils veulent vous lire, est-ce qu'il y a des adresses? Bon, j'avais dans un premier temps fait un petit tirage de 240 livres. Tous les livres sont terminés. Je vous ai remis un exemplaire. Voilà. Il en restait encore 5. Je vous ai remis un exemplaire. Mais je vais voir, soit parce que mon objectif est de pouvoir rééditer le livre, mais cette fois-ci le rééditer à l'international chez Mary Bro, parce qu'il y a des personnes qui me demandent la pièce au niveau des États-Unis, de la France et de la Belgique. Donc je me dis, si je pouvais publier chez Mary Bro, ça me permettrait que le livre soit aussi sur certains réseaux au niveau international. Voilà, Monsieur Alphonse Kalonji Tshikalantumba, si vous pouvez un peu vous résumer par rapport à cet ouvrage, Maître de la vie et de la mort, en 2 minutes, quel message pouvez-vous adresser aux téléspectateurs de la chaîne YouTube Mbouta Tshimini officielle? Ce que je pourrais dire, je le tire pratiquement de la pièce. Les gouvernants existent parce qu'il y a des gouvernés. Et les gouvernants ont l'obligation de rendre compte aux gouvernés de leur gestion, de prendre en compte leurs préoccupations et de pouvoir cheminer ensemble pour que les choses changent. On ne doit plus accepter que dans un pays, il y ait des gens dont seul compte l'accumulation des richesses, le pouvoir pour le pouvoir, et à travers un système de prédation, de détournement de deniers publics, d'aliénation du patrimoine de l'État, de concussion et de corruption généralisée, sous-tendue par l'impunité à l'égard des intouchables. Ouais. C'est là, ça ne fait pas partie de l'État de droit. Merci beaucoup. Ok, mes chers amis, chers abonnés de la chaîne YouTube Mbouta Tshimini officielle, on recevait sur ce plateau de Mbouta Tshimini officielle M. Alphonse Kalonji Tshikalantumba, nombreux l'appellent Lubulubulu. Moi c'est Sage Mbouta Tshimini, à la caméra c'était Divin Kabea. M. Alphonse, nous vous disons sincèrement merci. C'est moi qui vous remercie de l'opportunité que vous m'avez offerte. J'espère que ce n'est ni la première ni la dernière.